tu vas rentrer dans une méthode globale qui rationalise tes décisions. Et à la fin, il y a Trade Manager qui va exécuter tes trades. D'accord? Donc, D'accord. Trade Manager, je voulais juste préciser parce que je crois qu'il y a une petite. Trade Manager, c'est pas un algorithme de trading. C'est-à-dire que ça ne vient pas automatiser une stratégie qui a été prédéfinie et que tu lancerais comme ça. C'est pas un algo. C'est pas un algo du tout. C'est un manager de trade. C'est-à-dire que c'est ton petit robot à toi pour exécuter exactement ton plan de trade Mhm. et surtout de te permettre de toi de sortir de l'équation une fois que tu as bien analysé la tendance, bien identifié tes entrées, tes take profit et ton stop loss. Tu vas rentrer tout ça dans Trade Manager de sorte que tu vas lui faire rentrer dans le il va exécuter ton plan de trade. D'accord? Donc, Ok. c'est comme si tu as acheté un peu une Tesla, toute proportion gardée. C'est-à-dire que dans une voiture, c'est toi qui es aux manettes, c'est toi qui passes les vitesses, et tu vas d'un point A à un point B. D'accord? Mhm. Dans une Tesla, dans un monde qui est pas si loin que ça de nous, mais déjà en Californie, tu rentres un point A, tu rentres un point B, tu rentres dans ta Tesla, et ta Tesla, elle te conduit au point B à partir de ton point A, sans que tu touches quoi que ce soit. D'accord? Ouais. S'il faut s'arrêter au feu, elle va s'arrêter. S'il faut accélérer, elle va accélérer. Pour reprendre la métaphore, si par exemple tu vas à un point A à un point D, en définissant le point B et C comme tes take profit intermédiaires, Trade Manager, lui, il va s'arrêter au point B et C. Il va venir choper tes petits profits qui vont rentrer dans la bécane, dans la bagnole, et vous allez aller jusqu'au point D, qui va être le point où, à ce moment-là, le chemin s'arrête et le stop loss s'active. D'accord? C'est ça que tu as acheté. Mhm. Donc, est-ce que ça correspond à ce que tu voulais? Oui, oui, oui. Alors, c'est parfait. C'est parfait. À partir de là, je vais commencer par un petit rappel, parce que je connais pas ton, même si on a pas mal échangé précédemment, je connais pas ton, entre guillemets, ton expérience de trading. Mais il y a un truc que je dis à chaque fois, c'est qu'en fait, on oublie que le trading, c'est une abstraction de la vraie vie. D'accord? Donc, si je te dis, est-ce que tu traverses la route sans regarder à droite à gauche? Non, bien sûr que non. Bien sûr que non. Est-ce que tu traverses la route super encombrée sans avoir le feu vert? Non, non. Non plus. Est-ce que tu traverses la route sans être sûr que tu vas avoir le temps d'atteindre l'autre trottoir en fonction du trafic? Non plus. Non. Ouais, Exactement. ouais, non, non. Et bien de la même façon, et je vais reprendre point par point, quand tu fais du trading, tu vérifies déjà, si tu regardes à droite à gauche, tu vas vérifier le sens de ta tendance. D'accord? Mais tu sembles le faire puisque à chaque fois tu regardes sur le multi-time frame. Donc tu regardes le sens de ta tendance. C'est ce pourquoi tu as acheté Trend Decoder. Il va te permettre de savoir quel est le sens de la tendance ou de la non-tendance. À savoir, est-ce que je suis dans un range? À ce moment-là, évidemment, c'est une autre stratégie et je ne vais peut-être pas, si je fais du trend following, rentrer dans un range. De la même façon, est-ce que est-ce que je vois le signal vert? Bah, c'est pour ça que tu as acheté aussi Trend Decoder, pour être sûr que tu as un signal de vente, un signal d'achat ou de vente. Mais tu as Ouais. acheté également Blade Scalper, parce que Blade Scalper, ce qu'il te fait, c'est qu'il te donne des signaux pour un pattern qui est un des plus prédictibles du monde du trading, qui est les patterns de double creux, double bottom, double top, double sommet, double creux, qui ont on dirait je dirais des statistiques de prédictivité les plus hautes qu'on connaisse, autour de 80-90. Alors tu vas me dire, c'est énorme, mais ça c'est général. Toi, ce dont tu as besoin, c'est d'avoir des statistiques sur le time frame sur lequel tu es et sur l'actif sur lequel tu trades. D'accord? Et surtout, en fonction du sens de la tendance. Parce que en trading, tu t'en fous de la moyenne. Mais en général, la moyenne, c'est toujours un indicateur pourri. Pourquoi? Parce que bah, ça lisse, je dirais, le profil des données. D'accord? Je prends juste un exemple. Si tu as par exemple quelqu'un qui a 100 euros de revenus et un autre
qui a 900 € de revenus par mois, la moyenne, ça va être 500. Et tu vois bien qu'il y a une énorme différence entre celui qui gagne 100 et celui qui a 900. D'accord? Donc, ce dont tu as besoin, et c'est pour ça que j'ai produit Blade Scalper avec des statistiques, c'est que tu as besoin de savoir sur cette time frame-là, sur cet asset-là, et dans cette configuration de marché-là, est-ce que le double bottom et le double top, il est gagnant ou pas? Et à partir de là, je vais adapter Blade Scalper pour le twister intelligemment, bien sûr, pour maximiser mes statistiques de gains, pour que quand je rentre dans le marché, j'ai au moins des statistiques qui puissent me conforter sur ma possibilité de gain. D'accord? Je prends un exemple très concret. Est-ce que tu prendrais un pari où tu peux gagner, où tu peux perdre 100 et où tu peux gagner 100? Je crois qu'on a déjà eu cette discussion, non? Non, on a déjà eu ça. Voilà. Donc, je reviens pas là-dessus, mais c'est pour te redonner le contexte. Donc, évidemment que tu as besoin de statistiques. Tu as besoin d'un risk-reward. Tu me dis s'il y a des concepts qui sont pas clairs. Risk-reward, bénéfice-gain, bénéfice-perte, c'est clair pour toi? Ouais. Ok. Tu as besoin d'un risk-reward, donc d'un ratio bénéfice-gain. Bénéfice-perte, pardon. Ton ratio bénéfice-perte, c'est ton stop-loss pour la perte et tes bénéfices et tes take profits. D'accord? Blade Scalper, il est fait pour ça. Et on va rentrer dans le détail. Il te donne une visualisation de ton risque, de tes profits et, le plus important, les zones que va aller chercher le marché pour définir le sens. D'accord? Donc, et le marché, il ne va pas dans tous les sens en fait. Les vendeurs et les acheteurs, ils ont besoin de GPS. D'accord? Et les GPS, c'est les niveaux de prix. D'accord? Ces niveaux de prix, c'est comme la vie d'un homme. Ils ont des histoires. D'accord? Quand ça fait 4 fois qu'il a vu le même bonhomme qui est énervé, la prochaine fois qu'il va le rencontrer, il va savoir qu'il est énervé. Il va se passer un truc. D'accord? C'est la même chose. Donc, c'est pour ça qu'on a créé les supports et les résistances, les power zones. Ok. Maintenant, la big picture. Une fois qu'on aura fait ce petit travail d'analyse, de définition de mes stop loss et de mes take profits, je vais rentrer ça dans Trade Manager et je vais faire exécuter mon plan de trade de façon automatique. Pourquoi? Parce que on est des humains et quand on est face à la possibilité de perdre, ou plutôt à la visualisation que tu es en train de perdre ou que tu es en train de gagner, donc je viens de rentrer dans le trade et là je vois moins 1000 € ou plus 1000 €, d'accord? Il se passe un truc en moi, je deviens ouf. C'est-à-dire que je suis en train de me dire putain, mais 1000 €, je vais les perdre ces 1000 €, et 1000 €, putain, mais je peux les perdre aussi, donc je prends mes profits tout de suite, quoi. Non. C'est exactement ce qu'il ne faut pas faire parce que dans un premier temps, si tu as peur de perdre tes 1000 €, ça veut dire que tu as mal fait ton analyse de money management, d'accord? Ouais, ça m'arrive souvent. Voilà, et c'est bien pour ça que tu as acheté Trade Manager. Parce qu'on est tous les mêmes. On est tous les mêmes. Moi, j'ai juste fait les outils pour m'empêcher de le faire. Et je vais même te dire une vérité, je suis honnête avec toi, quand je ne le fais pas, c'est pas 50% du temps, c'est 100% du temps que je le regrette. Parce que si tu ne respectes pas tes outils, mais parfois j'essaie des trucs, tu vois, un peu rapidement, machin et tout, et à chaque fois que je le fais pas, je me dis, t'es un crétin, t'as perdu, et pour cette raison-là. À chaque fois, je l'ai encore fait la semaine dernière, d'accord? Donc c'est pour ça que c'est important. Et de la même façon, si tu as peur au moment où tu gagnes 1000 €, ça veut dire que 1, tu n'as pas protégé tes gains, et que 2, tu ne sais pas où ça peut aller potentiellement, peut-être à 5000 € de façon rationnelle. Donc en fait, c'est pour ça que Trade Manager est là. Ok? Donc, on va se mettre. Donc là, tu es sur le DAX. Je veux bien, s'il te plaît, que tu cliques sur Blade Scalper, sur l'onglet Blade Scalper, parce que je ne vois pas les Power Zones, je ne les vois pas très bien. Donc,
Sur lequel de tableau? Pardon, celui de droite. Clac, tu cliques sur Blade, voilà, configurer, nickel. Donc voilà, le truc important ici, donc je regarde, donc tu vois que en haut, au centre, dans l'écran, excuse-moi, dans l'écran de droite, tu as les Power Zones, qui sont donc ces zones-là qui ont été, qui ont la particularité d'être des supports et des résistances, donc ça, jusque-là, rien de nouveau, mais tu as la possibilité de définir le nombre de fois qu'elles ont été touchées. D'accord? Ah oui, 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 ouais. Donc ça, c'est super important, Fred, parce que... C'est là, c'est ça? Alors ça, c'est la densité, mais vas-y, tu peux augmenter, monte à 2 par exemple. On va faire apparaître plus de Power Zone. Ah, c'était là en fait, pour la zone touchée, là, tu m'avais dit Voilà. 3, Et là, vas-y, tu descends à 2 par exemple. Descends Power Zone Touch 2. Voilà. Donc là, tu es sur une configuration semaine. Donc évidemment, la configuration semaine, le time frame est très élevé. Donc tu as besoin de... Mais j'aimerais que tu mettes un peu plus. Là, on est en semaine, mais peut-être en haut de ces graphiques-là, tu vas mettre... attends, tu mets plus d'unités. Tu mets 2000 unités, quoi. 2000, ouais, 2000 unités. On a assez peu de... Donc vas-y, augmente un petit peu la densité pour faire peut-être apparaître des zones... des zones justement un peu plus haut là, pareil, bim, comme ça en plus tu manipules le truc. Ouais, monte à la 3. densité, qu'est-ce que tu appelles densité? La densité, c'est tout simplement le nombre de zones que tu veux voir. C'est comment dirais-je? Ça augmente le nombre de zones en fait. Ça te permet d'en voir plus, tu vois. Tu vois, ça augmente un petit peu la largeur, ça l'épaissit en fait, ça Ah, rend. Voilà. les résistances, les supports. Exactement, Résistances et supports. exactement. Voilà. Ok. Acte 1. Dans toute analyse de tes trades, d'accord, quel qu'il soit, il faut que tu fasses analyse de tendance, d'accord. L'analyse de tendance, elle se fait toujours en partant de l'unité de temps supérieure vers le bas, et notamment vers l'unité de temps principale, c'est ça qui t'intéresse. Comme toi, tu trades sur 4 heures, tu as besoin de faire cette analyse. Donc, ce que je te propose, c'est que tu vas me faire cette analyse sur la base de Trend Decoder. D'accord? Donc là, tu étroitises un petit peu, réduis l'échelle de chart sur ton chart de droite pour qu'on voit un peu mieux les cours et écrase un petit peu va sur l'échelle de prix. Tu cliques et tu tires vers le bas. Voilà, très bien, Je ne savais super. pas qu'on pouvait faire ça. Ouais. D'accord. Nickel, parfait. Et là, tu peux faire la même chose sur les autres parce que tu en auras besoin aussi. Focus, voilà, très bien. Voilà, agrandis un petit peu pour qu'on reste sur les mois d'octobre et novembre. Tu sais comment on fait voilà. Voilà, très bien. Bim. Ah bah tiens, c'est parfait, regarde. En plus, là, on a un superbe signal du 26. Et là, tu fais pareil sur l'unité de temps inférieure. Nickel. Et tu fais sauver, comme ça, on perd pas notre environnement. Nickel. Voilà, comme ça, c'est bon? Vas-y, tu fais fichier sauver. Nickel. Enregistré, c'est enregistré. Hein? Enregistré. Ok. Là, là. Maintenant, Fred, sur la base des Oui. outils que tu as achetés, et je t'en remercie, tu vas me faire une analyse de tendance, d'accord? Du bas vers le haut, et tu me dis très simplement, voilà, tu me dis ce que tu vois, et tu essayes d'être analytique et pour comprendre où va le marché, dans quel état est le marché, quoi. Vas-y, je t'écoute. Si je te fais l'analyse, si je commence à la semaine, le marché il était baissier. Là, il remonte légèrement, mais il avait une tendance baissière. Hein. Sur les 4 heures, Excuse-moi, je te coupe. Qu'est-ce qui te fait dire qu'il est baissier? Bon, là, je vois mal, mais parce que je le sais, parce que je l'avais fait. Mais là, je vois mal, j'ai pas mis mes moyennes mobiles. Mais comme ça, la semaine, on voit bien quand même que, voilà, on a au moins un mois, là, à peu près, là, sur les 4. Il était baissier, hein. Et là, il remonte. Depuis une semaine, grosso modo, ça remonte. Hein. Bon, 6 novembre, ça remonte. Par rapport, par contre, à Trend Decoder, lui, il dit qu'il est haussier. Hein. Si je vois Trend Decoder, il est vert. Donc, lui, il m'a dit qu'il est haussier. Alors, il est haussier. Non, ouais. Mais là, avec la trend line, là, qui passe là, en réalité, il était en train de descendre.
réellement, le marché était en phase descendante jusqu'au début du mois, hein, novembre. Et là qu'est-ce qui se passe là dans la. C'est quoi la zone de la boîte zone là? Qu'est-ce qui te dit? Donc là, exactement. Donc Trend Decoder, il te dit deux choses. Il te dit trois choses. Comme tu l'as très bien remarqué, et je vais te dire pourquoi tu n'as pas besoin des moyennes mobiles. Pourquoi c'est plus intéressant d'avoir une trendline. C'est pas du tout parce que j'ai créé ce produit. Mais pourquoi moi je n'utilise plus les moyennes mobiles? Parce que par définition, une moyenne mobile, elle est toujours en retard. D'accord? Si tu prends une moyenne mobile à 20, et encore plus à. Voilà, ça veut dire qu'elle est en retard de 20 unités, tu vois. Parce qu'en fait, elle va prendre la moyenne des 20 dernières. Donc, c'est pour ça que j'ai proposé les trendlines en temps réel, parce que la trendline en temps réel, c'est une droite de régression linéaire. Tu t'en fous des maths, mais ce que ça dit grosso modo, c'est que quand c'est cassé, d'accord, c'est plus réactif qu'une moyenne mobile. Tu pourras faire l'exercice d'ailleurs, on le fera si on a un peu de temps, tu pourras mettre une moyenne mobile et tu verras qu'en fait, la trendline te donne une information qui est bien en avance de la moyenne mobile. Donc elle te dit effectivement qu'en temps réel, c'est la trendline qui est pleine. Les cours ont cassé la tendance précédente. Enfin, en tout cas, la tendance est en train de ralentir. Donc la trendline en temps réel a été cassée. La trendline qui est en pointillé, c'est une trendline dite projective, d'accord, qui est c'est la pente du mouvement précédent, d'accord. Donc du mouvement ascendant précédent. Pourquoi? Parce qu'en fait, on se rend compte que le marché, comme on se l'est dit, il va quelque part et il ne fait pas n'importe quoi dans ses accélérations et dans ses décélérations. J'ai remarqué que souvent, les pentes des mouvements ascendants et descendants sont à peu près des mêmes angles. D'accord? Donc ça te donne une autre information, c'est-à-dire que là, comme tu peux le voir, la trendline du mouvement en cours, qui est donc la trendline pleine, elle est peu ou prou d'ailleurs, tu as la vérification sous les yeux, à peu près le même angle que l'évolution du précédent mouvement ascendant. Et par ailleurs, tu vois également que les cours ont cassé cette deuxième ligne de tendance. Donc, tout ça pour dire que ça veut dire que la tendance précédente à la semaine, elle a pris du plomb dans l'aile. Et en plus, elle a pénétré le cloud bleu, qui est un cloud de soutien du prix, d'accord, qui veut te dire donc que là, il y a une alerte très claire sur le mouvement précédent. D'accord? C'est pour ça que tu as la grey box qui est ouverte. Quand la grey box est ouverte, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le prix latéralise. Le marché ne sait pas trop où il va. Et là, en fonction, donc, dans cette grey box, en fait, tu as des différentes configurations de prix. Et statistiquement, on a regardé, il y a des patterns, si tu veux. Et là, a priori, pour l'instant, on serait plutôt dans une latéralisation, donc une respiration, de continuation. Donc ça va latéraliser et après ça va remonter. Mais tant que la grey box n'est pas fermée, tant qu'elle n'a pas donné son verdict, tant que les chandelles ne sont pas en dehors de la grey box, cette configuration peut changer. Tu sais juste pour l'instant que le prix va latéraliser entre 14 588 et 15 344. D'accord? Ça peut augmenter un petit peu. Donc, parfait, je suis d'accord avec toi, mais tu vois que en un graphique, tu sais que on était dans une tendance haussière qui n'est pas encore invalidée, mais qui a du sérieux plomb dans l'aile. Tu sais que dans les semaines en cours, on est en phase de range, en fait, grosso modo. Tu as les bornes supérieures et inférieures. Et voilà ce que tu peux dire en une semaine. D'accord? Donc ça t'invite à la prudence, parce que en une semaine, tu n'es plus complètement tu n'es plus complètement confortable pour savoir si on est dans un trend up, tu vois, ou trend down. D'accord? Donc le marché latéralise. Tu sais juste que ça va faire ça, quoi. D'accord? Mais comme tu peux le voir, entre 14 588 et 15 300, je vois pas bien, 15 330, bah, tu as à peu près 600 points, quoi. Donc 600 points, tu peux faire du cash en 600 points. Et là, tu passes sur ton unité de temps principale et je t'écoute. Et tu fais de la même analyse avec les trendlines en temps réel et projective, avec le cloud, avec le signal. Je te laisse, je ferme ma bouche. Alors, on peut voir déjà que les deux trendlines
elles sont accolées. Donc, là, elles sont en phase ascendante. Hein. On monte, le marché monte, a tendance à monter. Au niveau de la zone, j'ai une zone power qui monte également. Qu'est-ce que je peux dire d'autre là-dessus? Donc, pour le moment, le marché il est plutôt ascendant. Donc, on peut dire que ouais, il suit un peu par rapport à la semaine. Ça correspond à cette bougie verte hein, au niveau de mes 4 heures. Et qu'est-ce que je peux craindre d'autre? Ce que je peux voir aussi quand même, c'est que il est ascendant. Là, j'ai une zone également. Excellent. On s'arrête là pour l'instant. Excellent. Nickel. Ok. Donc, si tu faisais une synthèse de ton analyse time frame, ça serait quoi en fait? Tu reprends depuis le début et tu te dis voilà. Qu'est-ce que ça te donne comme information sur les éventuelles évolutions du prix, comme ça, juste en analyse d'analyse de tendance, en partant de 4 heures, en partant de la semaine et en descendant? Je dirais que, honnêtement, le marché, là, il évolue de façon positive, mais il peut se retourner, et je pense qu'il va se retourner à tout moment, quoi. On n'est pas sûr de sa direction, donc je dirais que sur 4 heures, oui, sur 4 heures on peut prendre, parce que 4 heures comparé à la semaine, quand même, ça fait long. Non, juste avant de rentrer dans le trade, hein, juste Ouais. donne. Quels On sont ne sait pas où on va. Je dirais réellement, on ne sait pas où le marché peut aller. Voilà. Alors, Pour moi, moi je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Parce que, à la lecture de ce que tu viens de me dire, je sais que je suis dans une boîte, je suis dans une range zone qui est plutôt ascendante pour l'instant. Donc, mes prix, ils vont osciller entre. Je sais que la probabilité est forte qu'il oscille entre 14 600, 588 et 15 344. Pour l'instant, effectivement, je suis monté. Tu vois qu'il y a une petite mèche qui est montée jusqu'en haut du range board, de la range box, là, de la grey box. Donc, ça veut dire que le prix est monté jusque-là. Il est venu tester le précédent high. Donc, effectivement, il n'est pas venu casser. Donc, je suis encore dans ces deux bornes-là. Je vois que je suis toujours dans quelque chose qui est ascendant en 4 heures. Et je vois qu'il se pointe à l'horizon le 15 500, effectivement, comme mes bandes supérieures dans mes résistances supérieures. Et vas-y, sur le 4 heures, remonte un petit peu l'échelle de prix pour voir ce qu'il y a en dessous, en termes de support. Mets-toi sur l'échelle de prix. Ouais. Tu peux te mettre sur la droite, comme ça tu peux étroitiser. Tu sais, comme tu as fait sur le chart de 4 heures. Mets-toi sur l'échelle, voilà, et tu viens exactement. Vas-y, tire vers le haut. Clique et tire vers le haut. Très bien. Ok. Et tu vois que tu as une petite zone là qui est discrète à 14 500 et qu'on va faire apparaître un peu mieux pour comprendre ce qui se passe. Donc, ce que je sais, c'est que pour l'instant, le marché a assez envie, le marché voit la zone des 15 500. Il l'a touché, il n'a pas encore touché complètement 15 500 à 15 550. Et je suis toujours dans un trend ascendant. Donc, et là, je suis depuis le 8 novembre. Effectivement, je suis dans une nouvelle ascendance. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Et en 15 minutes, mais je suis bien entre deux bornes pour l'instant. D'accord? Maintenant, je vais rentrer maintenant dans les. Donc, là, du coup, tu viens de faire un truc très important. Tu viens de faire une analyse multi-time frame. Et on va focuser sur un autre indicateur qui est Blade Scalper. Parce que dans l'analyse globale, tu dois à la fois analyser les tendances et aussi les reversals. D'accord? Ça tombe bien, tu as acheté un truc qui s'appelle Blade Scalper qui te donne les signaux de double top et double bottom. D'accord? Qu'est-ce que te dit Blade Scalper en fin novembre? Blade Scalper, en 4 heures. En 4 heures. En 4 heures, en 4 heures il a pris là, c'est-à-dire que il y avait un double bottom, creux, hein, un bottom, et là il y a eu pour lui un double bottom, hein,
mais je ne vois pas où est le double bottom. Moi. Chaque fois, des fois, je regarde les trucs. Bah, c'est la base du triangle. C'est la base du triangle bleu. Du gros Voilà. triangle Et bleu. là, de là à là, il aurait dû redescendre normalement le marché. Non, Pour faire le- non. c'est pour ça que... Non, non, il n'y a pas de... Il aurait dû, tu vois. En fait, il n'y a pas de il aurait dû en trading. Tu as juste des formes, des patterns. Là, en fait, ce que l'indicateur te dit, que le prix a fait une figure, un W, ou double bottom, d'accord? Il est venu tester 2 points, et regarde comme c'est intéressant. Et c'est pour ça que j'ai créé les 2 produits. C'est que, à la fois, tu as une analyse tendance, qu'on vient de faire avec Trend Decoder, et en même temps, tu vois que tu as une analyse de double bottom. Qu'est-ce que te dit la conjonction des deux? Tu vois qu'à partir du 31 octobre, tu as tes prix qui ont cassé la ligne de tendance en temps réel, d'accord? Et Ouais. que en même temps, tu as un signal de retournement de double creux, d'accord? Ouais. En termes de probabilité de ce signal, est-ce qu'il est faible, moyen ou fort en termes de probabilité? Il est fort. Il est fort. Parce que tu Pour as moi, il à est la fort. fois... Comment? Non, je dis ouais, pour moi, il est fort. Exactement. Il est fort. Donc on va rester par exemple dans cette configuration du 29 octobre, parce que c'est là où tu vas comprendre l'intérêt de la métaméthode. Donc tu as très bien fait l'analyse. Là on est le 29 octobre et tu vois ce signal apparaître et qui vient en conjonction d'un breakout de trendline. Tu te dis putain, il se passe un truc. On va focuser un petit peu et on va rentrer dans ce qu'est Blade Scalper. Donc pourquoi je te disais, quand tu traverses une route, tu regardes à droite et à gauche pour pas te faire renverser. Dans quel sens viennent les voitures, d'accord? Tu viens de le faire. Là, tu viens, avec Blade Scalper, tu vas à la fois avoir un signal. Alors, tu as un premier signal dans le Trend Decoder de cassure de tendance, ok? Mais là, plus particulièrement, tu as un signal de pattern, de figure de cours. Et donc, comme tu peux le voir, la figure de cours, elle te montre une zone grise et une zone de couleur bleutée. D'accord? Et tu vois TP1, TP2 et TP3. Pourquoi j'ai fait cette représentation-là? Parce que de la même façon que quand tu traverses la route, tu vérifies que tu as assez de temps pour atteindre l'autre rive, de la même façon, tu as besoin également d'identifier ton risque, à savoir la zone que tu acceptes de perdre par rapport à ton bénéfice. Donc c'est pour ça qu'en fait, tu vois que la zone grise, qui est la zone de risque que tu prends par rapport à une entrée, qui est le premier trait de couleur dans cette zone-là, elle est de la même hauteur que le TP1. Elle est la moitié du TP2 et la moitié du TP3. D'accord? Ça correspond à, visuellement, ton ratio risque, ou plutôt perte-bénéfice. D'accord? Donc de la même façon que je te disais tout à l'heure, est-ce que tu prendrais un trade dans lequel tu peux perdre 100, mais tu peux gagner 100? Est-ce que tu prends ce trade? Est-ce que tu prends ce pari? Non. Pourquoi tu prends pas ce pari? Qu'est-ce qui te manque pour le prendre? Mais parce que je peux gagner 100, je peux perdre 100, ça vaut pas le coup, c'est Ok. Maintenant, si je te dis, tu peux perdre 100 et tu peux gagner 100, mais tu gagnes 100 dans 2 tiers des cas, est-ce que tu prends le trade? Ouais, je tente. Non, mais t'as même pas. Tu tentes pourquoi? Parce que 2 fois sur 3, t'es gagnant. Eh oui, je tente. C'est tout. Ah oui, je le fais. Ouais. Donc, ça correspond à ça. Donc, tu comprends pourquoi tu as besoin d'avoir un R1. Parce que le R1, c'est savoir le même risque de perte que de gain, il est assez sain. Mais encore faut-il savoir le nombre de fois que ta stratégie est gagnante. D'accord? C'est pour ça que tu ne dois jamais prendre un trade dont l'espérance de gain est inférieure à ton risque. D'accord? Parce qu'à ce moment-là, tu es structurellement perdant. D'accord? Et Blade Scalper, il te donne cette information visuellement. D'accord? Mais et il te donne les différents TP, TP2 et TP3 qui sont à 1,5 fois et à 2 fois ton risque. Ce que tu veux dire, c'est qu'il faut rentrer, il aurait fallu rentrer ici, hein, ouais, mais
Non, 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 pourquoi ici? Pourquoi ici? Ah ouais, ça, je demande. Moi, si c'était que de moi, quand j'analysais les indicateurs, je peux pas trop le temps parce que je suis au boulot, mais si c'était que de moi et que je visualise que d'entrée j'ai ça, un premier bottom, si c'est que de moi, mais je l'ai fait en fait. Quand j'ai ramassé les 120 euros que je viens de perdre, en fait je l'ai fait sur 15 minutes avec Blend Skyper. C'est-à-dire que j'ai vu un bottom, où je crois que c'était sur le 4 heures, j'ai vu le bottom et je suis rentré vers là. Vers là, en mettant mon stop loss là. Je n'ai pas attendu. Je me suis dit, vu que tu as vu le bottom, bon, là, ça va me servir de son support, parce que j'ai touché 2 fois, 3 fois. Donc, j'ai mis mon stop loss là. Je suis rentré comme un fou là, et j'ai laissé je crois, dégouliner, je ne sais pas jusqu'à où. Et après, je me suis affolé. Parce que bon, manque d'expérience. Mais tu as eu de la chance, Fred. Pourquoi tu as eu de la chance? Parce que, première chose, tu n'es pas le seul à voir des double bottom. D'accord? Tout le marché le voit, quoi. D'accord? Ouais. Donc, et tout le monde sait, tout le monde le voit. C'est-à-dire que c'est pas parce que. Donc, si tu veux, tu as des grosses mains sur le marché. Donc, ouais, ça je connais. Si tu as un double bottom qui se présente, ça veut dire que quelque part, les acheteurs, tu vois, se représentent, quoi. Mais tu peux très bien aussi avoir des acheteurs qui vont être très acheteurs d'une main et qui vont être très short pour faire péter les stop loss qui sont placés en dessous, dont le tien, pour ensuite pouvoir repartir à la hausse. Mais Donc, par contre, le stop loss, je le mets pas. attends, non, surtout pas. Jamais on met toujours un stop loss. Attends, je finis juste ma démonstration. 1, tout le monde voit le double bottom. 2, tu le mets à une position qui est quand même très proche de la volatilité de la volatilité moyenne du DAX, d'accord, qui est environ de 3 à 40 points sur 4 heures, il faudra regarder. Mais pourquoi je te dis ça? Parce que je vais prendre un exemple. Cours, il est placé à 100, d'accord? Mon cours, il oscille de 20 en moyenne. Donc, s'il est à 100, il peut aller à 110 ou à 90, tu vois? Il oscille de 20 en moyenne, d'accord? Ça s'appelle la volatilité moyenne. Ça s'appelle l'average true range, d'accord? Le true range, le range, d'accord? La différence entre le plus haut et le plus bas, en moyenne, d'accord? Et c'est toi qui vas me répondre. Si j'ai une volatilité moyenne de 20 points, si je suis à 100, d'accord? Je suis super vénère, je vois qu'il y a un énorme signal haussier, je me mets à 100, je mets mon stop loss à 95. Je sais que ma volatilité moyenne, elle est de 20. Donc je le mets 5 points au-dessus, en dessous de mon entrée. Quelle est ma probabilité de me faire toucher par mon stop loss? 100%. 100%. Pourquoi? Parce que tu as une volatilité à 20, même jusqu'à 30. J'ai remarqué que le DAX a une volatilité réelle. Quand il s'agit de zones comme ça, de support avec mèche, elle est de 50 points. Ouais, tout dépend de ton time frame. Tout dépend de ton time frame. En 15, 1 heure, tu as une volatilité de 30 à 40. Donc, tu viens de le dire. Donc, tu vois bien que ton stop loss, en fait, tu ne le mets pas n'importe comment. Il faut que tu le mettes en fonction d'une volatilité. Mais là, je sors un petit peu. Là, c'est pour les trades globales, d'accord? Donc, ça veut dire qu'il ne faut pas que tu calques tes envies ou ton risk management sur le marché. Le marché, il n'en a rien à foutre de Fred. Il n'en a rien à foutre de Christophe. Tu vois bien que placer ton stop loss à une volatilité inférieure à celle du marché, autant pas trader, autant filer ton fric directement et le jeter par la fenêtre. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il faut que tu oublies ça. Pardon, il ne faut jamais que tu oublies ça. Et je te donnerai un outil après qui peut t'aider. Que je suis en train de... Enfin, je n'ai pas encore fini, mais il va être top. Donc, je reviens à Blade Scalper. Blade Scalper, d'une façon plus globale, il va te protéger il va te permettre de valider une figure, il va te permettre de rentrer au moment où la figure elle est validée, d'accord? Parce qu'encore une fois, entre le moment où la figure elle s'annonce et le moment où elle est effective, le marché peut avoir testé ou peut, voilà. Donc tu vas pas rentrer directement sur la figure. C'est pour ça que tu as dans l'outil, tu as entré, d'accord? Mais tu ne vas rentrer que quand la bougie vient clôturer dans la zone de couleur.
D'accord. D'accord? Parce que à ce moment-là, et moi aussi, il faut que je le rende plus explicite dans l'outil, je suis d'accord. Parce que ça voudrait dire qu'à ce moment-là, la figure elle-même est validée. D'accord? C'est-à-dire que tout ce qui s'est passé avant, on s'en fout. Mais là, par contre, le double bottom, il est effectif. Je ne dis pas que ça va être de l'argent sûr. Mais la Ouais. statistique, les probabilités augmentent fortement. Donc tu vas prendre tu peux rentrer dans cette figure-là. Bon. Donc tu as compris en fait que tu as regardé à droite à gauche. Super. Tu as regardé si tu avais, voilà, au signal, tu as vérifié voilà, que tu avais assez de temps pour traverser. Et puis, tu as vérifié qu'en face, il y avait bien la super nana que tu as voilà, que t'as envie de pécho, quoi. Parce que s'il n'y a pas de super nana, ça sert à rien de traverser la rue et peut-être tu vas prendre un risque inutile. Donc, tu vois, c'est super important. Parce que, et là, on va rentrer dans le vrai truc. Comme on se le disait tout à l'heure, le marché, il va quelque part. D'accord? Et pourquoi est-ce que tu vois des tendances? C'est parce qu'en fait, les bailleurs, ils vont tester des choses, tu vois. Ils vont tester des trucs. Ça veut dire que s'il y a une tendance, ça veut dire que si une tendance haussière, ça veut dire que les vendeurs ont perdu, d'accord? Du monde arrive sur Malin et on va quelque part tester quelque chose. Donc là, on a vu qu'il y avait une zone qui apparaissait à 1515, 1500, mais c'est pas assez précis, d'accord? Donc on va aller dans Blade Scalper et on va essayer de mettre à faire afficher plus de zones plus pertinentes. Donc Blade Scalper, Bing, configurer. Et donc tu es en Power Center. Donc là on va mettre plus d'unités. Tu vas passer History Max, tu vas mettre 2000. Ouais, déjà tu montes à Power Density, tu as compris, tu vas mettre à 2. Tac, tu montes à 4 heures, tu peux monter à 2000, voilà. Et on va voir ce que ça donne. Et ton nombre d'unités en 4 heures, tu vas le passer aussi à 2000. Attention, là, tu es à 20 000 tu es passé à 20 000. Ouais, ouais, ça y est, j'ai rectifié. Nickel, ouais, il y a du lag. Et en 4 heures, tu passes à non pas 900, mais à 2000 aussi. Qu'est-ce que tu vois là? Juste visuellement. Visuellement, je vois des. Ben, je vois. Alors, attends, voilà, j'ai ma zone support en bas. Par contre, en haut, voilà, c'est ça que j'ai besoin. En haut, voilà, là, c'est plus clair. On a une zone qui monte jusqu'à 15 400, 15 500. Hein. Ouais. Voilà, ça c'est. Ben, en plus, c'est vide. Ça veut dire qu'il va y avoir de la place pour monter. Hein. Ouais, très bien. Par contre, je ne sais pas quand est-ce que la Fed elle va dire c'est tout en novembre. Je ne sais pas si elle va les dire. Ça, Non, c'est fait, ça, non? tu t'en fiches pour l'instant. Voilà. Tu regardes juste Là, les cours. Tu regardes juste les cours. T'essaies surtout pas d'anticiper. Tu regardes juste les trucs. Effectivement, tu as une zone support, mais de façon très intéressante. Vas-y, retourne dans Blade Scalper. On va baisser un petit peu la densité parce que là, ça bave un petit peu. On aimerait avoir plus de Blade Scalper. Tu retournes dans la configuration. Je crois que c'est moi qui ai fait ça en fait, parce que je voyais pas c'est les couleurs, il me semble. Comment j'ai fait ça Configurer. dans les couleurs? Configurer. Non, mais c'est bien. Réduis un peu la densité de 2. Tu repasses à 1. Ou monte à 4. Ouais. Passe à 1. Ne le ferme pas, réduis-le un tout petit peu qu'on puisse voir la conséquence sur le chart. Voilà, nickel. Vas-y, monte à 4 zones touchées pour voir ce que ça donne. 4 fois zone. Nickel. Ne le ferme pas. Ok, là c'est intéressant. Ok, vas-y, descends un petit peu encore que je vois ce qui se passe dans le bottom. Voilà, oh, regarde comme c'est beau. Vas-y, tu peux le fermer. Qu'est-ce qu'on s'est dit tout à l'heure par rapport au risque? D'accord? On s'est dit que, tu peux fermer le truc. On s'est dit que je mettais mon stop loss toujours pour me protéger, pour identifier le risque. Qu'est-ce que tu vois tout en bas de la figure? Qu'est-ce que tu vois? Tout en bas de la figure? Ouais, de Blade Scalper. Pardon. Là, en termes de support et de résistance. En termes de. Là, j'ai un support en termes de. Non, mais tu as un support. Tu as un support qui a été touché 4 fois dans les 2000 dernières. Ah oui, parce que tu as augmenté. Voilà, d'accord, ok. Donc. Et comment tu le vois 4 fois? Pourquoi Parce que c'est toi qui l'as défini. C'est ça qui est génial sur PowerZone.
C'est que c'est toi qui définis la puissance. Ah, c'est ça en fait, cette petite couleur là. Non, c'est la grande, non, non, c'est la grande ligne grise là que tu vois qui traverse. C'est ça? Ça? Ouais. Là, non, mais regarde, elle traverse tout le graphique là. Hein? Hein? La Voilà. moitié du graphique, ça. Regarde, elle va de gauche à droite là. Ah, je vois pas là, je vois pas laquelle c'est. Si tu es à 15, à 14 600 là. Sur les 4 heures, je vois Voilà. Bah ça. cette petite. Ça c'est une power zone qui a été touchée 4 fois dans le passé. Ah, ça y est, je la vois parce que, attends, elle est très claire et que. Ah, mon ordinateur était mal mis. Oui, je la vois, elle arrive jusque là. Ah ouais, il faut que tu aies la bonne, le bon matos. Bah oui. Ça veut dire quoi, Fred? Ça veut dire que, et c'est pour ça que c'est important les power zones, c'est parce que tu sais que tu as une énorme zone qui a été touchée 4 fois. Donc ça veut dire que si moi je mets mon stop loss en dessous de cette zone-là, la probabilité que je me fasse défoncer, elle est faible. D'accord, ouais. D'accord? Ça veut dire que, Ouais. j'ai une vraie zone. D'accord? Par contre, si j'avais une zone qui était en dessous, par exemple, j'avais une grosse zone qui était en dessous de ma figure de retournement 1, là je m'inquiète. Parce que ça veut dire que potentiellement, c'est pas Blade Scalper qui fait le marché. Le marché va peut-être vouloir voir cette zone-là. D'accord? Ouais. Maintenant, regarde ce qui se passe un peu plus haut au niveau du TP 1, 2 et 3. Et dis-moi ce que tu vois en termes de zone cette fois. Qui ont été touchés donc 4 fois. Hein. Ouais, la zone là, TP1 en dessous, il y avait une zone. TP2, elle est en plein milieu, ici. Ok. C'est une coïncidence, mais en tout cas, c'est ok. Et TP3, celui qui avait pris, qui était bien rentré, il savait que une fois que c'est commencé l'ascension, qu'il pouvait aller au moins jusque là. Ok. Et maintenant, regarde exactement ce qu'a. Et maintenant, montre-moi sur le graphique ce qu'a fait le prix dans les faits, quoi. Dans les faits, le prix, voilà, il a testé. Ouais. Il est parti sur le support, il a testé. Ensuite, tout ça, apparemment, ouais, tout ça c'était vide. Mais effectivement, il est monté jusqu'à cette première zone. Il n'a pas branché. Bon, là, il est avec Kenashi. Mais il a pas branché. De toute façon, c'est resté vert, le Kenashi, parce que j'avais passé en rouge. Il a dépassé cette zone. Une fois qu'il a dépassé cette zone, on pouvait viser cette zone-là. Il n'a pas branché, il a continué. Là, ce que je peux voir avec les Kenashi, c'est que j'ai une étoile. L'étoile, elle a testé. Elle est redescendue. Elle a été testée cette zone au moins 4 fois, au moins 5 fois. Qu'est-ce qu'a fait le marché? Il est un peu redescendu pour chercher un peu de liquidité. Hop, une fois, il est remonté, il recherche liquidité. Et elle est repartie de plus belle, tester cette zone. Et qu'il est en train de dépasser. Donc tu vois là, c'est pour ça que je te disais, l'équivalent des power zones, c'est l'équivalent. En fait, on a pris un exemple d'une route avec un seul trottoir, mais dans la réalité, il faut imaginer que tu es sur un trottoir A, et puis que c'est un peu comme si tu traversais les grands boulevards à Paris. Tu as une première zone avec, tu vois, qui sépare les deux voies, puis tu en as une deuxième un peu plus loin. D'accord? Donc là, c'est pareil. Donc là, concrètement, c'est assez clair, tu vois. Donc là, je vois visuellement que mon TP1, il est plutôt pas mal placé par rapport à mon risque. D'accord? Il est un peu haut par rapport à la zone que je vois. Je pourrais mettre mon TP1 un peu en dessous, donc c'est-à-dire que je prends un peu plus de risques. J'aime pas trop, mais ça se tente quand même. Et surtout, après, j'ai un TP2 et un TP3 qui sont très clairs, avant même que tu vois qu'on voit la chart, quoi. Mais ces zones-là, elles étaient présentes avant même qu'elles aient été touchées, puisqu'on a 2000 unités dans le passé, tu vois. Donc, le marché, il est allé vers ces trucs-là. Il est allé vers ces zones-là, et il a testé. Donc exactement. Donc, maintenant, et c'est là où on va rentrer dans dans Trend Decoder, dans Trade Manager. Toi, tu as pris la version Swing, c'est ça? Oui. D'accord. Pour le moment. Ouais. Il faudrait que je te montrerai les Power Zones parce que ça peut t'aider. Je suis désolé, ça fait un peu de vente en plus, mais je te montrerai pourquoi je te proposerai peut-être Power Zone. Non, mais c'est pas le sujet. Pour l'instant, je veux vraiment qu'on focus sur le cœur du sujet. Donc, là, tu vois,
maintenant je suis dans cette zone-là. Et pourquoi Trade Manager? C'est que du coup, je veux, moi, positionner mon stop loss à 14 600. Tu vois. Ensuite, je veux poser mon TP1 à probablement 14 995 en plein milieu de ma zone, de mon TP1. Tu vois, en plein milieu de la zone, voilà, pour prendre mes premiers gains ici. Je veux placer un deuxième stop à TP2. Il est idéalement placé à 15 084. Et je veux soit poser un TP3 à 15 993 là, donc en plein dans ma zone, ou un petit peu avant d'ailleurs, comme ça si je veux maximiser mes probabilités. Je peux la mettre un petit peu en dessous, comme ça je suis sûr que j'aurai tous les longs du marché et que je pourrais être activé là. Ou alors je peux le laisser trailer, d'accord? Et maintenant tu vas aller dans indicateur, en bas là, et on va activer le Trade Manager. Donc va dans, voilà, bim. Tu vas dans, voilà, bim, Trade Manager Swing, parfait. Et là tu vas commencer par, alors est-ce que tu as activé ta clé ou pas? Oui, c'est activé là. Vas-y, on va. Ok, et tu vas juste maintenant faire dupliquer. Ok. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce que ça va te permettre d'avoir des configurations spécifiques. D'accord? Donc là, typiquement, comme tu le disais tout à l'heure, ben ouais, je fais un peu n'importe quoi, j'essaie des trucs, voilà. Non. Le succès en trading, c'est statistique. J'applique la même méthode 10 fois, je vérifie, voilà, j'ai des bonnes raisons de penser que statistiquement, elles sont bonnes. Comme tout à l'heure, on se disait, est-ce que tu prends un pari où tu gagnes 100 à chaque fois, tu peux perdre? Tu as besoin de stats, quoi. Donc, il faut que ça soit basé sur la même stratégie, d'accord? Donc, là, par exemple, on va faire, disons qu'on va se mettre sur une logique buy, d'accord? Donc, là, tu vas faire modifier. Tu fais modifier. Ouais, très bien. Et là, tu vas juste, on va faire une configuration spéciale. Donc, tu vas par exemple mettre TM Swing. Là, pardon, en haut, tu changes le titre. Voilà, tu mets TM pour te dire Trade Manager Swing. Donc, tu sais que c'est du swing. Ou remarque, tu t'en fous, tu sais que c'est du swing. Excuse-moi, tu es en 4 heures. Virt Swing, c'est pas pertinent. Voilà. Et tu vas mettre TM, donc Trade Manager, pour le garder en tête. Et tu vas mettre genre espace buy. Donc ça, tu sais que c'est une logique de buy. Et on va dire, pour l'instant, on va le laisser comme ça, buy market, quoi. Par exemple, buy market, parce que tu veux l'acheter. Alors, on va faire une configuration où tu achètes au marché, d'accord? Donc, market, MKT, comme ça, tu l'as en tête. Voilà, très bien. Et puis, on va mettre, on va dire que dans cette configuration, tu vas faire une clôture partielle à TP1, TP2 à respectivement 50 et 30. Donc mettons par exemple 50% et 30% pour te souvenir que tu as justement une configuration 50% et 30% par exemple. Tu peux mettre 50-30%. Donc ce qui voudra dire que par exemple tu te laisses un trail sur 20% de ta position. Je suis clair ou pas? Ouais. D'accord? C'est juste une configuration de trading où tu sais que voilà. Ok, bon, 50-30, parfait, très bien. Tu mets pourcentage, comme ça tu sais que c'est des. Je sais pas où les boutons. Bon, Voilà, bah, c'est bon. nickel. Ok. Ok. Maintenant, on va aller dans la configuration Pro Order Auto Trading là. Donc, ce que tu peux faire, c'est fais backtest juste pour que tu fais juste backtester mon système de trading. Bon, là, ça clique dessus. Donc là, tu peux tout de suite l'arrêter parce que de toute façon, tu t'en fous de. C'est un robot, donc tu peux l'arrêter. Non, tu t'en fous de ça. Clique, voilà, ferme le truc. Et puis donc, on va retourner dans indicateur pour aller Je le laisse là en haut. Comment? Je le laisse là. Ah non, non, vire-le ça. Clic droit. Bim. Et on retourne dans indicateur.
et tu vas rechercher ta nouvelle configuration qui est, donc on va se mettre dans la configuration où par exemple tu as, tac, donc TM, il est où TM? Ah, je recherche ce TM, c'est ce qu'on Ouais, a mis tout à l'heure? ouais, Elle est là. TM, vas-y, mets-le toi en favori, nickel, super. Maintenant tu fais préparer pour le trading automatique, donc tu cliques dessus, nickel, et tu fais éditer le code, nickel, éditer le code. Ok, super. Donc, juste un truc très important, le trade manager, il va s'exécuter sur le time frame, sur l'unité de temps sur lequel tu lances le programme. D'accord? Donc vas-y, remonte un petit peu, tout en haut. Voilà, remonte un petit peu, voilà. Exactement. Comme tu peux le voir, le trade manager, il commence par ça. Il commence par te définir l'unité de temps sur lequel tu veux rentrer. D'accord? Donc, toi, tu veux rentrer sur du 4 heures. Mais tu m'as également dit 4 heures ou 1 heure, ça dépend. Ou 1 heure. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est que c'est un robot. Donc, lui, il va exécuter son programme toutes les unités de temps sur lesquelles il a été lancé. Donc, par exemple, si tu le mets sur du 4 heures, il va se lancer à la prochaine bougie 4 heures. Ouais, c'est ça que Moi, je te conseille, en général, tu as ton unité de temps principale, c'est 4 heures, mais on rentre sur une configuration inférieure. C'est pour ça que je t'ai fait mettre une unité de temps inférieure. D'accord? Parce que, évidemment, sur 4 heures, c'est une grosse amplitude. D'accord? Donc, tu veux raffiner ton timing. Et par exemple, si tu voulais rentrer au marché, tu voudrais plutôt rentrer sur du 15 minutes. Voire même, si tu veux rentrer au marché, tu veux rentrer sur la seconde, tu vois. Dans ce cas-là, tu vas programmer Trade Manager sur l'unité de temps sur laquelle tu veux qu'il rentre. Donc, par exemple, si tu veux rentrer quasiment au marché, tu peux rentrer sur l'1 minute. Donc, il va se déclencher à la prochaine minute. D'accord? Donc, ça te permet d'avoir la souplesse, d'avoir une lecture de, comment dire, analyse sur ton unité de temps principale 4 heures, mais par exemple de rentrer sur du 1 heure ou du 15 minutes. Il ne faudra pas que tu oublies. Mais de toute façon, tu oublieras, c'est pas grave, mais à un moment, tu vas comprendre, il se lancera pas, quoi. Donc, à un moment, tu vas dire, mais qu'est-ce que j'ai fait? Ah merde, non, je l'ai compris d'un tri, parce que je te dis, j'ai bon, bah super, ah bah nickel, bravo, c'est top. Ok, donc ça, c'est le truc le plus important. Ensuite, pas le plus important, mais important. Ensuite, tu vois qu'en dessous, tu as différentes, et là, je vais rentrer, moi, je vais sans doute te montrer sur mon propre truc, ce sera plus simple. Mais ce que je veux juste te sensibiliser là-dessus, tu vois qu'en dessous de charger une combinaison, tu as un petit menu déroulant, Buy Market, d'accord? Donc, si tu cliques dessus... Oui, il y a la vente et l'achat, j'avais vu... Voilà. Moi, je t'ai pré-rempli des... Clique dessus, tu arrives à se dérouler. Hein? Voilà. Donc, tu as des Buy Market, tu as des Sell Market, tu as des ordres conditionnels Buy et tu as des ordres conditionnels Sell, d'accord? À chaque fois, dans ce menu déroulant, tu as le résumé de ce qui a été paramétré dans la petite clé à molette. Donc vas-y, clique dans la petite clé à molette qui est juste à côté. Voilà. Et c'est là où tu as exactement, vas-y, remonte tout en haut. Voilà. Là, tu as exactement toutes les configurations. Tu peux l'agrandir, s'il te plaît, parce que le walk forward, on s'en fout un peu. Ah ouais, mais ça, je sais pas le faire en fait, l'agrandir. Tu grandis, tu prends juste la tête du chart et tu la montes comme. Voilà, exactement. Voilà. Nickel. Bon, ça suffit, on voit assez de trucs. Donc, en fait, ce qui est très important, et c'est malheureusement une contrainte de ProRealTime, je ne peux pas faire autrement. Si tu veux créer des configurations type, comme on vient de le faire là, il faut que tu les rentres à partir de la petite clé à molette, d'accord? Donc, et là, on va se mettre sur le buy, par exemple. Vas-y, clique sur buy. Et voilà. Et donc là, tu as un certain nombre de données. Donc, je vais prendre la main là parce que ce sera plus simple pour moi pour t'expliquer. D'accord? Ouais. Tac, top. C'est bon.
Donc, bah, tu vois, moi j'ai mes propres settings là, tu vois, j'ai mes TM voilà, pour faire mes trucs. Mhm. Donc toi, tu as pris le swing. Et donc, bah, je dois avoir un truc swing déjà paramétré. Je crois que je l'avais. Voilà, un swing by. Tu vois, je l'avais. En plus, je l'avais. Moi, j'ai le même aussi. Donc, préparer pour le trading automatique. Éditer le code. Allez, Coco. Ah merde, pour cet asset. Putain, il fait chier. Ouais, bah ça, tu vois, c'est ça qui est chiant chez. Reacteur. Non, chez IG. Chez IG, en fait, euh, chez IG, il y a certains assets qui sont, il y a certains actifs sur lesquels tu peux pas faire de trading automatique. Mais les indices, tu peux quoi. Tac. Non, merde. Bam. Ok. Voilà. Putain, il est lent là. Oh là là. C'est parce que j'ai beaucoup de. Donc, comme je te le disais, c'est dit. Ah putain, qu'est-ce qu'il est lent là. Ok. Tu as donc tous les paramètres que tu peux à volonté, euh, changer. D'accord. Donc là, tu as par exemple, t'as les buys. Alors sur la 12, c'est moins bien fait, moi je trouve, sur la 12. Mais euh, Ah, je déteste la 12. Moi, je prends que la 11. Je suis sur ouais, la 11. Hein. La 12, la 12, ouais, elle me saoule un peu aussi des fois. voilà. Mais il y a des trucs plus intéressants. Donc là, tu vois sur la 12, bon, de toute façon, tu es sur la 11. C'est pas grave. Donc en fait, là, tu as plusieurs groupes de variables. Mhm. Là, tu as l'impression qu'on a beaucoup, mais en fait, il y a, il y a trois grands paquets de variables qui correspondent à des choses très simples qu'on a vues ensemble pendant toute cette heure et demie. Tu as d'abord un truc très important qui est sur le money management. D'accord. Donc ça, c'est toute cette partie-là. Je suis désolé, je peux malheureusement sur Pro Time, j'aurais aimé le mettre d'une autre couleur, mais je peux pas le faire. C'est comme ça, c'est pas grave. Donc tu as là un système, un module, si tu veux, qui te permet de gérer ton money management. Le money management, tu vois ce que c'est? Mhm. Juste pour qu'on soit sûr que comment, ça veut dire quoi pour toi le money management? Mais mon money management qui me permet de gérer la somme que j'ai. C'est-à-dire que je peux, money management, c'est le capital que je vais allouer à Trade Manager. Exactement. Hein, je peux avoir C'est 5 le 000 euros, 10 000 euros sur le compte, mais je lui laisse à Trade Manager, par exemple, que 2 000 ou 3 000. Ou, voilà, c'est ce capital à lui, je lui alloue qu'il peut utiliser. alors En plus, c'est c'est pas tout qu'il peut utiliser parce que ça dépend quel nombre de contrats que j'achète parce que là-dedans, on peut mettre aussi le nombre de contrats qu'on veut qu'il lance sur le marché. exactement. Mais tout ça, c'est une conséquence du risque que tu acceptes de prendre. Ton money management, c'est celui qui va te permettre de commencer à gérer ton risque. D'accord. Si tu as 50 000, si tu as 10 000 balles de capital, tu as compris que si à chaque fois tu risquais 1000 euros, si tu risquais à chaque fois de perdre 1000 euros, euh, tu n'as finalement que 10 trades. En 10 trades, tu as cramé ton compte. Tu es d'accord? Si à chaque fois je risque de perdre 1000 euros. D'accord. Donc c'est pour ça que le money management, c'est un concept très important parce que ça te permet déjà de commencer à gérer le risque. Mais comme on l'a vu tout à l'heure, le money management, il a une grande partie, donc c'est au niveau global, donc tu sais un pourcentage. Donc en général, on dit jamais plus de 2% de risque de trade, de risque de perte en fait sur ton trade, parce que c'est évident que si jamais tu risques énormément, bah, tu vas cramer ton compte très vite. Si en plus, comme beaucoup de gens, tu n'as pas la statistique de ta stratégie, ben c'est la loterie quoi. Tu vois ce que je veux dire? Mm. Enfin, c'est une loterie une loterie qui va te prendre du fric à chaque fois. Mais c'est parce que toi, tu n'auras pas géré ton risque. Donc le money management, c'est le début du risk management. Je ne t'emmerde pas avec les concepts, mais le money management, c'est un truc très important que tu as ici. Donc si tu actives le money management, donc là, à chaque fois que tu auras une variable
active ou non active, tu auras le mot active devant. Donc tu vois, tu as un active trail break, tu as un active break-even, tu vois, donc voilà. Donc à chaque fois que tu actives, c'est 0 ou 1. D'accord? Tout ça, tu l'auras dans la fiche produit également, quoi. Donc, est-ce que j'active ou pas mon money management? Oui, non. Donc là, bah, tu rentres ton capital de départ, tu rentres ton risque. Là, il y a un petit truc qu'il ne faut pas trop toucher, qui est une protection pour éviter que bah, tu fasses une erreur humaine. Donc ça te permet de ne pas acheter plus de contrats que tu ne voudrais. Et puis, tu as... voilà. Et en fait, le truc va automatiquement te sélectionner le nombre de contrats qui correspondra à ton risque. D'accord. D'accord? Donc c'est ça qui est intéressant. Donc je prends un exemple. Si j'ai 1000 euros, d'accord? Ou plutôt j'ai 10 000 euros, ce sera plus simple. J'ai 10 000 euros. J'ai un risque de, en l'occurrence, on va prendre de 1%, d'accord? Donc 1%, je risque combien? Combien je risque? 100 euros. Exactement, 100 euros. D'accord? Donc, mon 100 euros, ça correspond à quelque part l'entrée, entre mon entrée et mon stop loss, t'es d'accord? Mon risque, en fait, c'est toujours mon stop loss. D'accord? Donc, par exemple, si comment dirais-je, si mon actif, si mon action, voilà, il est à 10 euros. Tu me suis ou pas? Ouais, je suis. Et si... Ça, je l'ai compris. Ça, tu l'as compris? Ok, donc j'ai pas besoin de continuer. Moi, par exemple, j'ai mis 2000 euros. 2000 euros, ça veut dire que réellement, mon stop loss, ça sera 40 euros. Si je le mets à 2%. C'est ça, hein? Si tu as 10 000 euros, si tu as 2000 euros, ça veut dire que tu risques 200. D'accord? Si j'ai mis 2000... Vas-y. Si j'ai mis 2000 euros en capital et que j'ai mis en risque 2%, ouais. Ça veut dire que lui, il va fermer, mon stop loss sera de 40 euros. Exactement. En tout cas, effectivement, de 40 euros, c'est effectivement 40 euros, c'est là où tu vas positionner ton stop loss. Enfin, c'est le fric que tu vas perdre si ton stop loss est touché. Mal placé. Ok. Voilà, c'est touché. Ouais. Mais une fois que tu as dit ça, il te manque deux trucs. Il te manque le prix de ton actif et le nombre d'actions. T'es d'accord? Ouais. D'accord. Donc, si mon actif, il est à 10, donc je l'achète à 10, d'accord? Et si, au final, mon stop loss, je ne suis pas en train de te faire un quiz, hein, c'est juste pour qu'on soit sûr qu'on comprenne bien et pour qu'on se dise, voilà, on n'est pas plus bête que les autres. Donc, c'est tout simple. Hein. Ouais. Je risque 40. J'ai mon actif qui est à 10. À quel niveau de prix il faut que je sois et quelle est la quantité de contrats que j'aurai en jeu pour perdre 40 du coup? Alors, et le contrat il est à 10. Ouais. Voilà. La quantité de contrat qu'il me faudrait pour perdre 40 euros. Le contrat il est à 10 euros, ouais. Je sais pas, mon 400, non? Non. Tu vas chercher trop loin. Reste terre à terre avec moi. Tu sais que tu dois... C'est tout simple. Mais je veux juste être sûr de ça parce que si j'ai... Donc c'est pour ça que quand je te dis, le risque en fait, c'est par rapport à ton stop loss, mais ton stop loss, il va conditionner ton nombre de contrats et ton prix. Enfin, c'est forcément, tu vois. Donc, typiquement, si, je reprends l'exemple, si j'ai un actif qui a 10 euros, et si je peux perdre 40 euros, j'en prends 40, mais je mets mon stop loss à 9. Non, mais j'ai compris. Voilà. Dans le sens où
fonctionne en pourcentage. En fait, j'ai un robot aussi comme ça qui fonctionne en pourcentage. C'est-à-dire que lui, si je lui mets 2000 euros, en fait, que je lui dis qu'il a le droit de perdre 40 euros, en fait, ça fait, s'il me lance deux contrats, les deux contrats, je vais perdre 20 et 20 pour que ça fasse 40. C'est ça. Ouais, j'ai compris. Mais donc, en fait, là où je veux en venir, et excuse-moi, j'ai peut-être pas été très clair, c'est que une fois que tu as défini ton risque, d'accord, ce qui vient immédiatement après, c'est où est-ce que tu places ton stop loss, d'accord? Et c'est bien dans ce sens-là, c'est-à-dire que tu définis ton risque et ensuite tu places ton stop loss. Mais par exemple, et on va revenir à l'histoire de la volatilité. Si par exemple, donc juste pour finir, donc j'ai défini, je peux perdre 100, d'accord? Si par exemple je mets mon stop loss, je peux perdre 100 euros, je mets mon stop loss au prix de 90, d'accord? Et que mon prix il est à 100, il est à 100 au départ, prix de l'actif, il est à 100. Je mets mon prix d'entrée, par exemple, mon stop loss à 90. Donc ça veut dire que j'ai 10 entre mon stop loss et mon prix d'entrée, d'accord? 10, 100 divisé par 10, ça fait 10. Donc je pourrais acheter 10 contrats à 100. D'accord? Maintenant, comme on se l'est dit, ce que font beaucoup, l'erreur de base en fait, mais je ne veux pas être trop loin, je fais juste un petit focus pour être sûr qu'on soit compris, parce que après, comme tu seras tout seul, je veux que ce soit clair pour toi et au niveau du risk management. L'erreur que font beaucoup de gens en fait, c'est finalement de mettre leur stop loss par rapport à leur risque, mais sans prendre en compte la volatilité. Donc ça veut dire que par exemple, si je vais rentrer sur du Bitcoin par exemple, qui a une volatilité de 30%, d'accord? Quasiment une volatilité de 1000 points sur la semaine, tu vois, c'est un truc de fou. Si moi je dis que je risque 300 euros, d'accord? Et que je viens placer, ce qui est logique, parce que je fais un truc de money management qui est intelligent. Je me dis, bah non, j'ai 3000 euros, je mets 300 euros, je suis square, machin, et je viens placer mon stop loss à 300 euros sous l'entrée. J'ai beau avoir un bon money management, je suis débile en termes d'analyse de marché parce que mon risque par rapport à la volatilité, il va se faire défoncer. D'accord? C'est pour ça que je te dis, j'insiste un petit peu là-dessus, je suis un peu lourd là-dessus, je suis désolé, mais c'est super important parce que c'est aussi là-dessus que tu fais tes gains ou pas. Et aussi en fonction de ton time frame. Parce que tu as compris que sur 4 heures de DAX, évidemment que ta volatilité, elle va être largement supérieure à sur du 15 minutes. Par rapport à ça, ton time frame va pouvoir changer. Par exemple, si ton capital ne te permet pas de prendre une grande amplitude avec un grand, justement, de façon rationnelle, avec un grand stop loss qui est rationnel, tu te mets perdant en fait. C'est là où je veux en venir. Donc, tu feras ce travail sur ton, parce que tu m'as dit que tu avais 2000 euros de capital par rapport à ton time frame et tu vérifieras si l'amplitude moyenne de la volatilité par rapport à ton risque, voilà, elle est pertinente. Juste pour finir, donc là tu as le money management, c'est cette première partie qui va jusqu'ici, d'accord? Donc, contract trade décimal. Ça tu touches pas trop, quoi. Ça tu touches pas, et là tu peux toucher. Il faut que je fasse en sorte de modifier ça, mais bon, ça c'est un autre sujet. Ici, tu as Contract Size No MM. Ça veut dire Contract Size No Money Management. Donc, si par exemple, je ne veux pas de Money Management parce que ça me saoule un peu, là, je maîtrise mieux, machin, je sais que je suis prudent. Et par exemple, je veux X contrats, tu vois, par exemple. Je sais que, voilà, je n'ai pas besoin qu'ils me prennent 2,3 contrats, mais par exemple 2 parce que je sais que c'est dans mon Money Management. Donc là, je vais mettre 0 ici et je vais mettre le nombre de contrats. Contract size, ça veut dire taille de contrat, sans money management. Donc là, je mets par exemple 3. D'accord? Donc, option 1, j'active le money management. Ce n'est pas moi qui vais rentrer le nombre de contrats. C'est juste par rapport à mon risque. Option 2, ça sera avec... C'est moi qui rentre le nombre de contrats. D'accord? On peut agrandir l'image. Moi, je l'ai en... Donc là tu vois ce que tu lis là ou pas? Ouais, je lis. Bon, je lis de loin parce que je connais un peu les colonnes. Mais ça va, je vois le capital, je vois le mini-contrat. À quoi ça sert le mini-contrat?
C'est une protection pour... comme là, si tu veux, il peut te faire des décimales de contrat, en fait. Ouais. Et parfois, par exemple, sur IG, tu as un minimum de contrat de 1, par exemple, sur certaines Ouais. unités. Donc, c'est pour ça que ça force le système, même si comment dire, ton money management, il te mettrait à 0,9, par exemple, il va quand même, Hmm. si tu mets ça, il va te prendre un contrat, quoi. D'accord. D'accord? C'est pour Ouais. obliger le système, pour bypasser les problèmes de IG, quoi, de ton broker. Hmm. Donc, ok. Donc là, en fait, euh, ensuite, tu as un autre bloc. Donc là, tu as le contract size. Donc c'est là où tu vas rentrer, si tu n'as pas de money management, le nombre de contrats. D'accord? Et là, tu Mhm. vas avoir le type d'ordre que tu veux. Donc, type d'ordre que tu veux, c'est très simple, tu les as à gauche. Buy, sell, buy pending, sell pending. Donc, ordre d'achat au marché, de vente au marché. Ça, c'est le numéro 2. Numéro 3, ça sera achat limite. D'accord? Euh, enfin, d'achat conditionnel et vente conditionnelle. Tu me suis? Ouais, mais tout ça, tu le fais fonctionner comment à l'achat et la vente conditionnelle? Et bien là, regarde, tu as buy long price ou sell short price. Donc par exemple, si je veux acheter de façon conditionnelle, là on est à, je dis n'importe quoi, au DAX on est à 15 325. Si par exemple je veux le faire acheter à 15 500 par exemple, je vais juste Ouais. mettre buy at market at pending, donc c'est l'ordre numéro 3, et à 15 500. Quel 500, tu le mets où? Ici, là, je le mets dans buy long price. D'accord. Alors oui, ce que je t'ai pas dit, c'est qu'en fait, euh, toutes les variables, elles ont été conçues avec une charte pour qu'elles soient plus faciles à comprendre. Donc, à la fin, tu as l'unité dans laquelle se fait la variable. D'accord? Ça, c'est des variables, des paramètres, si tu veux, de paramètres. Donc, buy long price, c'est un prix. Donc là, ça va être un prix de ton actif. Donc là, c'est 15 500 par exemple. Mhm. D'accord? Stop loss points, ça va être des points justement, et non pas des prix. D'accord? Hmm. Ouais, ouais, ouais. Partial close TP1%, c'est des pourcentages. Donc là, ce serait 50%. D'accord? Et là, comme tu peux le voir, active, c'est 0 ou 1. Tu as tout ça sur la fiche produit, mais je te le redis, je te le dis comme ça. Ok? Mhm. Donc, là, par exemple, je veux par exemple rentrer à 15 500. Ok? Stop loss point, on a dit 300 par exemple. Mais bon, on sait que la volatilité moyenne, elle est, on va dire qu'on est à 4 heures, elle doit être à 60, je pense. Je vais mettre deux fois la volatilité moyenne, deux fois la TR, je vais mettre à 120 points par exemple, ce qui n'est pas déconnant. Break-even points. Break-even point, c'est très important. Enfin, c'est très important. C'est un truc intéressant justement tu vas pouvoir dire à la bécane, Mhm. si par exemple j'ai mon TP1 qui est à 200 points, d'accord? Donc je suis à 15 500, il est à 200 points, donc il a 15 700, d'accord? Je veux, parce que je le sens bien, je veux que dès qu'il a pris 100 points, je veux ramener mon stop loss à break-even, à savoir au prix de mon entrée. D'accord? Donc là, je peux lui définir ça en nombre de points. Ça peut être, bah, si le prix a déjà en gros engrangé 100 sur les 200 que je veux avant TP1, hop, à 100 points, hop, il va me mettre tout de suite à break-even. Hmm. Tu vois, par exemple. D'accord? Tu connais les break-even ou pas? Ouais, c'est parce que j'ai eu l'explication. Ouais, c'est bah, Kevin, c'est parce que bah, le marché brutalement change de sens. Et parce qu'il y a un événement, parce qu'il y a eu une annonce, Powell n'arrête pas de parler, il nous énerve, celui-là, il casse Hmm. le marché. Bon, voilà quoi. En fait, le break-even, Fred, c'est une bonne pratique pour minimiser ton risque et pour préserver tes gains. Mais Ouais, c'est ce que notamment, j'avais vu. C'était. Ouais. en fait, c'est une pratique pour annuler ton risque. Donc, en général, ce qu'on fait, c'est que une fois qu'on a atteint le TP1, d'accord, en général, et si, comme on l'a vu tout à l'heure, le TP1, il est de la hauteur de ton stop loss, tu as envie qu'à ton TP1, tu aies plus de risque. D'accord? Donc en général, à TP1, on fait un break-even point
euh, euh, on se met à break-even. Mais certains, parfois c'est pas le TP1, parfois c'est, on veut que ça soit au-dessus du TP1, soit en dessous, pour des raisons personnelles, tu vois. Donc là, tu as possibilité de le faire. Tu peux, après X points, faire remonter ton stop loss à l'entrée. Donc là, tu mettrais par exemple, si mon stop loss, mon TP1 il était par exemple, je dis n'importe quoi, à 400 points, je dis n'importe quoi, tu pourrais vouloir remonter ton break-even à dès que, je dis n'importe quoi, il a fait 200 points par exemple. D'accord? Tu me suis? Oui, oui, non, mais ça, ouais, Nickel. je l'avais vu, je l'avais compris ça. Génial. Ensuite, tu as les trailing types. Donc, trailing type, c'est comme on s'est dit tout à l'heure. On l'a vu là, on a une super configuration, TP1, TP2, TP3 sur le DAX. Mais je veux par exemple pouvoir peut-être trailer après le TP3, je ne sais pas, moi je veux trailer, tu vois. Ou même entre TP2 et TP3, je ne veux pas me faire chier à remonter mécaniquement mon stop loss, ou même TP1 en fait, excuse-moi. Je veux que ça trail automatiquement, tu vois. Et bien là, tu as la possibilité d'activer cette option-là et tu peux choisir ton trail, ton type de trailing. Donc c'est soit une moyenne mobile qui sera sur l'unité de temps sur laquelle tu as lancé le trade manager. Donc par exemple, si je choisis un type 1 de trailing, donc je vais choisir ma période. Donc par exemple, sur les 5 minutes, je veux par exemple, je sais pas, prendre les 10 dernières périodes, tu vois, typiquement. Mais ça peut être, par exemple, si par exemple si je veux avoir une moyenne mobile qui soit cohérente avec l'heure, par exemple, je peux me dire, bah voilà, je suis en 5 minutes, 6 x 5, 30, hop, je me mets sur, qu'est-ce que je raconte? Ouais, c'est ça, ça fait une demi-heure. Donc, non, je dis de la merde, excuse-moi. 5 minutes, si je veux être en heure, ça va être en 5 minutes, 50 minutes. Donc, ça, par exemple, une moyenne mobile de 10 sur 5 minutes, ça me fera à peu près une heure de moyenne mobile, tu vois. Attends, là, c'est là aussi que j'ai pas compris. En fait, ton trailing type, en fait, c'est des moyennes mobiles. Donc, tu définis le type de trailing que tu veux, de stop suiveur. Donc, c'est soit une moyenne mobile, soit un super trend, soit un don chiant. Et ensuite, chacun de ces outils-là, en fait, ils se définissent par rapport à une période. C'est-à-dire qu'en fait, ta moyenne mobile, elle est toujours calculée sur un nombre de bougies, si tu veux. Ta moyenne, elle se fait sur une moyenne de bougies. Ouais, moi, j'utilise la moyenne mobile 20, admettons. Voilà. Bon, bah là, par exemple, tu vas vouloir faire, par exemple, une moyenne mobile de 20 minutes. À ce moment-là, tu peux faire un trailing de 5 minutes, donc ça va te faire une moyenne mobile de 20. Tu me suis ou pas? Admettons que je lance sur du 15 minutes. Et Ouais. que, après, moi, là où c'est un peu compliqué, c'est parce que, admettons, je vais lancer Trade Manager sur du 15 minutes, mais je sais que je peux rentrer sur du 1 minute. Mais après, là-dedans, après, ça s'embrouille. Et admettons que là-dedans, je veux mettre une moyenne mobile de 20. Comment elle se calcule? Là, je n'arrive pas. Moi. Alors, si par exemple, tu es... on va faire simple. Tu rentres en 1 minute. On va faire simple. Ouais. Tu rentres en 1 minute, tu choisis la moyenne mobile, d'accord? Tu veux par exemple une moyenne mobile de Alors, 20 minutes. C'est quand c'est parlant. C'est quand. Voilà, ben là, tu vas mettre 20. Donc, sur ma moyenne mobile, sur mon unité de temps de 1 minute, je vais prendre une moyenne mobile. Attends, que je te dise pas de conneries. C'est ça. Je vais prendre je vais faire une moyenne des 20 dernières bougies. De 1 minute. Attends, non, mais je te dis de la merde là. Tu t'as dit 20 minutes? Je te dis sur 15 minutes. Admettons que
je veux trader sur 15 minutes. Donc, bon, je lance sur 1 minute pour qu'il rentre, mais il va se baser sur la moyenne mobile de 20. Mais après, il se base aussi sur quoi sur 20? Pourquoi il se base sur 20? Qu'est-ce qui va faire qu'il va couper la position? Pourquoi il va se baser sur 20? Bah, il faut que tu définisses, c'est la moyenne mobile que tu vas définir et sa période qui va définir le stop loss, quoi, le trailing. Donc par exemple, il faudrait que je te fasse un petit focus sur... on va revenir là-dessus, parce que je voudrais juste vérifier un truc avant de te dire une connerie. Mais grosso modo, si je suis sur 1 minute, alors si Ouais. tu as dit 15 minutes, donc si je suis sur 15 minutes, voilà, Donc, en fait, pour ne pas se tromper, il faudrait le lancer sur 15 et le laisser partir sur 15 minutes à la prochaine bougie, en réalité. Parce que les 15, 1 minute, après, ça fait compliqué dans la tête, en fait. ouais. Mais par exemple, ta moyenne mobile sur 15 minutes, en général, tu prends quelle période? Typiquement, on va se mettre en 15 minutes là, regarde. Hop. Voilà. Donc, si ensuite, je voudrais par exemple, je réfléchis avec toi, si je veux par exemple mettre sur mon graphique 5 minutes, c'est que là, regarde, je vais me mettre sur l'unité de temps 15. D'accord? Et je vais suivre la moyenne mobile, donc la moyenne mobile de 20 en 15, et je vais la comparer avec ma moyenne mobile de 60 en 5. D'accord? Et on va vérifier que à chaque fois que je me déplace, ça reste bien sur le même. Tu vois, c'est exactement ça. Ouais, Tu vois ce que je veux dire? ouais, Si mon unité de temps principale, c'est le 15 minutes. Je reviens à notre exercice, d'accord? Mon unité de temps principale, c'est le 15 minutes. Mais j'ai lancé mon, euh, mon trade manager en 5 minutes. Donc c'est une unité de temps 3 fois inférieure. D'accord? Et si maintenant je veux faire en sorte que mon trailing soit la moyenne mobile 15 minutes, mais sur le time frame 5, je vais juste multiplier par 3 ma moyenne mobile, la période de ma moyenne mobile. Donc là, en l'occurrence, comme elle était de 20 sur le 15, comme mon unité de temps est 3 fois inférieure, je vais le mettre sur 60. 20 fois 3, 60. 60, ouais. Make sense? Exact. Bon, Perfect. maintenant, je vais juste vérifier qu'on s'est bien compris. Je suis dans 15 minutes. J'ai ma time frame, mon stop loss, mon trailing qui est ma moyenne mobile. Mais cette fois, je le lance en 1 minute. Quelle va être la période que je vais mettre ici pour mon trailing période? Donc je suis en 15 minutes Ouais. et je veux que ma moyenne mobile de trailing, elle soit... Enfin, pardon, je lance J'ai en 1 compris ce que minute. tu voulais faire. Ouais, et je l'ouvre à 115 minutes, mais je dois l'ouvrir à 1 minute. Ouais. Alors, ouais, dans 1 minute, il y a combien de fois 15, c'est ça? Eh ben, je fais 15 fois 20, c'est tout. Bingo, t'as compris. Bravo. Par contre, ce que je voulais savoir, pareil avec les super trends, on fait comment? Super C'est trend, pareil? c'est le même sujet en fait. Si tu veux, super trend, tu vas avoir des périodes un peu différentes, mais c'est toujours une période. Donc tu vas multiplier ou pas, pardon, tu vas utiliser le même mécanisme. Le même Donc mécanisme, typiquement, hein. si je suis sur l'unité de temps principale et je lance sur l'unité de temps principale, je vais juste mettre ma période de trailing. Donc ma période de super trend par exemple. Donc si je suis en 15 minutes, mon super trend il est en 20 périodes, je mets 20. Si je suis dans une unité de temps 3 fois inférieure, je vais mettre 20 fois 3, 60. Ouais. Et par contre, le principal, hein, trend décodeur, Alors, trend décodeur, alors là en l'occurrence, tu l'as également acheté et tu l'auras. Bah, trend décodeur, tu n'as rien à faire. parce que j'essaie de le paramétrer, de le lancer. Bon, après, ouais, je ne vais pas le lancer peut-être dans
Alors, comment j'ai rien à faire? Admettons, je vais lancer 30 décodeurs sur du 10 minutes. Je te prends trend décodeur. Donc là, tu vas faire, bah, c'est toi qui vas me dire. Tac. Donc là, donc trailing type, je vais prendre le numéro 4. Là, Et trend décodeur, tu n'as rien à faire là-dessus. Il n'a pas de période, il n'a pas de multiplier. Donc tu mets juste numéro 4, c'est tout. C'est tout. C'est tout. Il n'y a pas de trailing type, il n'y a rien. Non. Il va juste te suivre et c'est ça le truc magique. Et alors, moi, avec mon. Du coup, il va falloir que je rabaisse tout. Je crois que ça dépend, comme je suis un peu suicidaire. Mais du coup, alors là, je suis où? Là, on a mis le 0. Oh là là, je me rappelle de tout ça. Ah, mais tu auras la vidéo, t'emmerdes pas, tu auras la vidéo. Mais le deuxième, c'est quoi le deuxième? Contrat décimal. Tu m'as dit qu'il ne fallait pas le toucher, celui-là, faut le laisser à 2. Tu touches pas à ça. De toute façon, Contrat décimal? ouais, minimum contract size et maximum contract size et contract décimal, tu touches pas. D'accord. Je vais. Ça combien en fait? Parce que moi, je me suis amusé dedans. Parce que là, j'y vois rien. Ben, c'est pour ça que c'est pour ça qu'il n'a pas fonctionné. Mais là, c'est quoi les chiffres, hein? C'est 1, 9 et 2. Alors voilà, comme ça, je réajusterai 1, 9 et 2. D'accord. Contre 1, ça commence par lequel? Donc c'est Active Money Management, par défaut c'est 1, Ouais. capital 10 000, risk percent 3, minimum Ouais. contract size 1, maximum contract size Ouais. 9, contract décimal 2. Voilà, c'est le décimal qui finit par 2, comme ça j'ai toujours un repère. Voilà, ok. Donc après ça, je fais ça. Ensuite, je vais à type de contrat, je mets 4. Tout le reste, Non, je type touche pas. order type c'est enfin 4 si tu veux vendre à perte, si tu veux vendre à Non, découvert. non, trading type du moins, je m'excuse. Trading type, je mets 4. Oui. Trailing période, tu t'en fous parce que ça concerne uniquement les trois autres trailing. Ouais. Et ensuite, tu as tes points. Ouais. Donc, TP1 points, donc ça c'était là où tu places tes take profit. D'accord? Donc là, typiquement, ici, on avait dit 1575, donc c'est à X points de 15, 15 tu vois, on le sait en plus maintenant. On va refaire l'exercice. Donc là, je vais mettre un Money Management 0 parce que je sais que je veux un seul contrat, par exemple. D'accord, moi je mettrais 0 alors, au départ. Au début, parce que oui, tu sais que tu vas prendre un contrat, tu vas pas prendre beaucoup de risques. Voilà, je vais pas m'amuser. Pas besoin de te faire chier. Et order type machin, bam bam bam. Donc je veux l'acheter par exemple, je dis n'importe quoi, 15 000, pour faire simple. 15 000, je veux l'acheter à 15 000. Je veux que ça traille sur je veux pas de break-even points, d'accord. Je veux que ça traille avec le trend décodeur. Je veux par exemple que mon premier stop loss il est à 250 points, super. Je veux closer 50% à l'atteinte de 50% de ma position à l'atteinte de 250 points. Et là, tu vois, tu as un truc qui est super intéressant qui s'appelle Active Break-Even TP1. Donc, j'active le break-even au moment où je tape le TP1. Paf. Donc là, si je l'active, je mets 1. 0 si je ne l'active pas, 1 si je l'active. D'accord? Bon, il y a une petite subtilité break-even TP1 de distance. Certains m'ont demandé de non pas être immédiatement, enfin, de ne pas être exactement à l'entrée, mais peut-être un peu en dessous. Genre, par exemple, si mon top loss, mon TP1, il était à 100 points, je suis rentré à, je dis n'importe quoi, 100, à l'atteinte du TP1, non pas je rentre à 100, mais à 90. Donc là, j'aurais mis moins 10 points, par exemple. C'est la distance par rapport à mon entrée. D'accord. Active Trailing TP1, c'est toi qui vas me le dire. Ça veut dire quoi ça? Active Trading. Trailing. TP1. Trailing. Trailing. Active. C'est pour activer quand j'atteins le truc, là, les 250. Exactement. C'est pour que mon
mon stop loss que j'avais mis, qui coupe à mon entrée, quoi. Qui coupe à l'entrée. Si j'avais mis mon stop loss moins 30 ou moins 40, en dessous de mon prix d'entrée, ben, je le ramène au prix d'entrée, c'est ça? Regarde, active trailing. Tu as le mot-clé trailing dedans et tu as TP1. Juste, restons juste sur ce qui est dit. Ouais. Donc, Quand j'arrive au TP1, ouais. vas-y, je te coupe pas. Quand j'arrive au TP1, ah ouais, non, mais je l'avais lu ça en plus. Non, mais Fred, reste avec moi. Essaye pas de deviner. Lis juste si c'est bien fait. J'active le TP1, active trading TP1. Mais ça active le break-even, c'est ça? Non, le trailing. Ça active ton trailing à TP1. D'accord. Tout simplement. Faut pas chercher midi à 14h. C'est pas parce que c'est. quoi pour l'autre, alors? C'est pas parce que c'est pas parce que c'est. Alors, tu as raison. Tu peux à la fois activer ton trailing et aussi activer ton break-even. Oui, Je c'est la même m'explique. chose. Non, je m'explique. Non, c'est pas la même chose. J'ai par exemple, je suis à 100, d'accord? Mon entrée, elle est à 100. J'ai mon j'ai mon stop loss qui est à 90. Ok? Au moment où j'atteins mon TP1, j'ai mon trailing qui est à 110 par exemple, et j'ai mon break-even, et j'ai donc grosso modo mon trailing au moment où j'attaque, où je touche mon TP1, il est au-dessus de mon entrée. Là, ça va te permettre de comment dirais-je, de protéger encore plus tes profits, quoi. Ça va déclencher. Si par exemple ton take profit, putain, je dis n'importe quoi. Ah oui, ça y est, j'y suis. Si ton Quand tu trailing, actives le trailing TP, le trailing, quand tu l'actives, mais il est où le chiffre? Parce que j'avais lu aussi qu'il y avait une case où tu pouvais mettre à 10 points au-dessus de ton prix d'entrée. bah, c'est celui-là, c'est le break-even TP1 distance. C'est lequel? C'est celui au-dessus? Break-even TP1 distance, ouais. En fait, il faut juste lire le paramètre en fait pour s'y D'accord. retrouver. Mais le trailing, il active quoi alors? Le trailing, en fait, ça active ton trailing. C'est par exemple, justement, quand à TP1, quand mon TP1 est touché, à ce moment-là, dès que le cours va encore augmenter, eh bien, mon TP1, mon trailing va suivre, va être actif. Enfin, mon stop loss va trailer, pardon, et va suivre trend decoder. Ça va activer la fonction trailing. D'accord, oui, ça y est, oui. C'est ce qu'on rêve, Oui. c'est ce qu'on rêve de voir au lieu de le faire manuellement, ça va activer et à chaque fois qu'il y a une nouvelle bougie, ton trailing il va suivre et ça va protéger tes gains. D'accord, ça y est, j'y suis. You got it? Quand j'arrive au TP1, en fait, c'est le TP1 qui va lancer le trailing. T'as compris. D'accord, il va pas couper la position, il va activer le trading et là, je vais poursuivre au fur et à mesure. Absolument. Voilà. C'est juste tout simple, tu vois. Mais en fait, c'est simple, c'est parfois simple d'être simple. Donc c'est pour ça que, tu vois, il faut juste, si tu as un doute, tu reviens juste au nom du paramètre, tu vois. Active, c'est oui, non, je l'active ou je l'active pas. Trailing, j'active quoi le trailing? Quand? Au TP1. Tu vois, break-even, on me parle du break-even, ok, donc ça veut dire remonter à l'entrée. TP1, quand je touche le TP1, la distance, quand je touche le TP1, bah, je le mets 10 points en dessous de l'entrée, quoi. Je peux mettre 10 points dessus. Ah, tu peux le mettre au-dessus aussi, absolument. Tu peux Ouais, dire. 20 points ou 20 points au-dessus. Ah oui, tout à fait. C'est en distance, en valeur absolue. Et donc là, tu vas voir que tu vas connaître toute la fin de l'histoire. Donc TP2, bah, je rentre mon nombre de points en TP2. Donc là, ça va être nombre de points par rapport à l'entrée, 500. Combien de clauses, combien je veux fermer de position à l'atteinte du TP2 en pourcentage, percent, 30. Est-ce que je veux activer le break-even TP2 plutôt à mon TP2 ou plutôt à mon TP1? Bah, tu as la possibilité. Si jamais si jamais, tu vois, tu peux le mettre ici comme ça, tu peux activer ton break-even à TP2 par exemple. Pareil, Ouais. tu as la possibilité là encore une fois, de jouer avec la distance de ton break-even. D'accord? Plus ou moins au-dessus du prix.
D'accord? Donc là, je décide de mettre à 0. Mais aussi, je peux décider d'activer le trailing, non pas au TP1, mais au TP2. Et à ce moment-là, je le mettrai là. D'accord. D'accord? Et là, tu as ton nombre de points final, qui est, par exemple, j'ai n'importe quoi, 600 points. Mais comme tu as clôturé 50% de ta position en TP1, 30% en TP2, ça veut dire que quand tu atteins ton TP3, tu as encore 20% de ta position qui va être poursuivie et qui va être protégée par ton trailing. Ouais. Ouais. Fin de l'histoire. Peut-être avec mes 4 heures, c'était un petit peu trop par rapport au risque que je voulais Oui. prendre. Hein? Mais à combien veux que je descende, moi? Bah, c'est toi qui vas faire l'analyse. C'est toi qui vas faire l'analyse. C'est toi qui vas faire l'analyse par rapport au true range, quoi. Par rapport à la volatilité moyenne. En général, c'est des multiples. C'est-à-dire que si tu prends par exemple 15 minutes, on a l'habitude d'avoir une configuration 15 minutes, 1 heure, 4 heures. Tu vois, comme ça, tu as 4 fois 15 minutes dans 1 heure et tu as 4 fois 1 heure dans 4 heures. Tu vois, donc c'est 15 fois 4, ça fait 1 heure. 1 heure fois 4, ça fait 4 heures. Ouais. Tu vois, donc là, par exemple, tu as fait 15 minutes, 4 heures. Bah, du coup, il peut se passer beaucoup de choses en 4 heures quand même. Ouais. Donc c'est un grand écart. Moi, je te conseille plutôt de faire, si tu es en 4 heures, il vaut mieux avoir ton écran inférieur 1 heure, 4 heures, et peut-être 4 x 4, 16, ouais, je dirais 2 jours, quoi. 1 heure, 4 heures et 2 jours, hein? Ou un jour. Moi, je préfère prendre, si je suis en 1 heure, 4 heures, j'aime bien avoir la journée, quoi. Mais logiquement, ça devrait être 2 jours, tu vois. Si on Non, mais je respecte. vais prendre en 15. En 15, ça va me faire 15, 1 heure. Et 4 heures, c'est très bien. Et 4 heures. Ouais, Ouais. plus simple. Bah 15, oui. 1 heure et 4 heures. Et pour finir le truc, Fred, et puis après je te laisse y aller évidemment. Tac, ensuite tu vas faire préparer pour le trading. Ouais. Et donc là, il va te. Allô? Oui, je suis là. Non, je disais allô à notre ami ProReal Code, hein, ProReal Time, mais ça rame. Putain. Ah oui, non, putain, d'accord, j'ai compris pourquoi. Parce que, ah là là, c'est franchement. Ouais, la 12, elle merde. Hein. C'est la folie, quoi. Non, mais la 12, Elle est là. Non, pardon, excuse-moi. Voilà. Ici, hop. Elle mange beaucoup de RAM, la 12. Ouais. Elle est pas rapide. C'est vraiment ça, quoi. Putain, c'est plus utile enfin, pour toi, hein, mais après, c'est les Power Zone V2. Parce que t'as la valeur absolue du nombre de points avec tes. Je te montre juste rapidos, comme ça tu. Ouais. Ici, j'ai développé une Power Zone qui me permet d'avoir immédiatement en lecture directe le nombre de points. Tu vois? Donc au lieu de me faire chier à calculer nos nombres de points, et je peux également définir la position de mon TP par rapport à la zone. C'est-à-dire que là, je suis capable de le configurer pour lui dire, ben voilà, je veux être, par exemple, je sais pas, peut-être juste au niveau de la, tu vois, du TP, quoi. Et ça me donne immédiatement le nombre de points automatique. Tu vois, j'ai pas à me faire chier. Ah, d'accord. Tu comprends? Et c'est top parce que du coup, tu vois, je fais 127, 151 et 179 et dans Trade Manager, et ça me résout le problème. Au lieu de me faire, tu vois, de calculer avec la règle, là, c'est hyper relou. D'accord. Voilà, bon, ça c'est pas très cher, hein, ça vaut 99. Enlève le petit truc devant là, la configuration que je voyais le dessin. Ah, voilà, parce que j'avais pas compris au départ. Et donc tu vois, ça te donne les TP en fonction de. ça te donne les TP en valeur en nombre de points. Au lieu de, par exemple, là, tu vois, au lieu de me le calculer, là, je sais que mon support, il est à 126 points, par exemple. D'accord. Tu vois, et c'est cool. D'accord, ok. Et c'est cool parce que. Et du coup, là, ce qui est très intéressant, c'est que par rapport au risk management qu'on disait, bah, tu le vois immédiatement, tu vois. Typiquement, là, j'ai pas de configuration de Blade Scalper, mais par exemple, là, regarde, j'ai
mon premier TP, il est à 44 points. Mon TP1, il est à 140, il est à 130 points. Donc, ça semblerait, enfin, il n'est pas absurde, tu vois, de mettre par exemple un TP ici, un stop loss ici, sachant que ma seconde zone, si d'aventure je pensais que ça allait monter jusque-là, là je pourrais me dire, je mets mon TP1, mon stop loss, putain, ici, sachant que mon TP1 est ici par exemple. Parce que mon risk-reward, tu vois. Attends, parce que, vas-y, explique, parce que j'avais les trucs devant. Toi, tu l'as mis ton TP1 où? En fait, l'intérêt par rapport à ce qu'on s'est dit, par rapport au risk-reward, tu sais, le bénéfice. Ouais. Là, si tu veux, je vois immédiatement, là j'ai mes zones de support, n'est-ce pas? Donc mes stop loss, ils vont être en dessous de mes zones de support. Ouais. Et mes TP 1 et 2 et 3, c'est mes objectifs de gain. Donc je vois tout de suite si mon trade il est débile ou pas. Parce que là, par exemple, si je mets mon stop loss ici et que j'ai une espérance de gain ici, bah, ça veut dire que mon risk-reward, il est de 1 entre mon entrée ici, tu vois, la distance entre mon risque de perte et mon espérance de gain, elle est à peu près identique. Donc je vois tout de suite si c'est déconnant en termes de risk-reward. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais. Tu vois, regarde, là tu vois typiquement, là j'ai mon risque et là j'ai mon espérance de gain. Bah, là je le vois en valeur absolue, mais de façon réaliste, de façon réelle, avec mes vrais power zones. Ouais. Tu comprends le truc? D'accord, ok. Et donc en fait, quand je vais dans mon trade manager ensuite, eh ben je rentre que je rentre uniquement mes TP, mon nombre de points. Ouais, oui, parce que c'est déjà bien défini. Voilà. Donc là, je peux mettre 134. Voilà, c'est déjà bien défini. Exactement. Ça va, ok. Je dois te laisser. Hein, allez, vas-y, Masséon. Je te recontacte pour les trucs, mais les prochains produits, et voilà. Et je vais travailler sur mon trade manager. Ça marche. Ça roule. Merci, hein. Allez, ciao, Fred. Ciao. Salut. Ciao. Merci, ciao. Ciao.